Le pot à café s'est fracassé contre le mur. À 3 heures du matin, Léa Dubois s'est baissée juste à temps. Des éclats de céramique explosant à quelques centimètres de son visage, derrière le comptoir du bistrot de la Nuit étoilée. Elle s'est plaquée contre le métal froid du réfrigérateur industriel et a attendu. L'homme qui l'avait lancé, un ivrogne dans un costume coûteux, était déjà traîné dehors par 2 routiers qui mangeaient une tarte aux pommes au comptoir. « Ça va, ma puce ?» a crié Rose depuis la fenêtre de la cuisine. Léa a expiré lentement. « Ça va, juste un mardi comme les autres. Si vous avez déjà eu un travail qui vous a fait vous sentir invisible, si vous avez déjà souri malgré l'épuisement, parce que vous n'aviez pas d'autre choix, alors cette histoire est pour vous. » Léa Dubois avait 28 ans. Elle était serveuse au bistrot de la Nuit étoilée depuis 3 ans. Avant ça, elle avait été une femme mariée, une étudiante à la fac, avec le rêve de devenir enseignante. Mais la vie avait d'autres plans. Son mari, Antoine, était mort quand leur fils, Théo, avait seulement 1 an. Un accident sur un chantier. Un instant, il était là. L'instant d'après, il était parti, sans prévenir, sans un au revoir. Juste un coup de téléphone qui a tout détruit. C'était il y a 4 ans, maintenant. Léa faisait les quarts de nuit. De 11 heures du soir à 7 heures du matin. C'était brutal, c'était épuisant. Mais ça payait les factures. Et plus important encore, ça voulait dire qu'elle pouvait être à la maison pendant la journée, quand Théo était éveillé. Sa mère gardait Théo la nuit. Elles avaient un système. Ça marchait. La plupart du temps. Ce soir, cependant, Léa était distraite. L'ivrogne avec le pot à café lui avait rappelé quelque chose, auquel elle essayait de ne pas penser. La façon dont la violence pouvait éclater de nulle part. La façon dont le monde pouvait changer en un instant. Elle a nettoyé les éclats de céramique, a balayé le sol et est retournée au travail. À 4 heures du matin, un nouveau client est entré. Léa l'a remarqué immédiatement. Pas parce qu'il était beau, bien qu'il le soit. Des cheveux foncés striés de gris précoce, des traits anguleux, des yeux qui semblaient ne pas avoir dormi depuis des jours. Non. Elle l'a remarqué à cause de sa façon de bouger. Comme un homme portant un poids invisible. Comme quelqu'un qui avait oublié ce que ça faisait d'être léger. Il s'est assis dans le box du coin, celui près de la fenêtre, qui donnait sur le parking désert. Léa a pris un menu et s'est approchée. « Bienvenue au bistrot de la Nuit étoilée. Je peux vous servir un café ?» L'homme a levé les yeux. Ses yeux étaient injectés de sang. Épuisé. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose de désespéré. Un café. Oui, noir. Et il a hésité. « Vous avez quelque chose de plus fort ?» Léa a haussé un sourcil. « On a du décaféiné. » L'homme a presque souri. « Presque. Un café, c'est bien. » Elle lui a versé une tasse et l'a posée. Il a enroulé ses mains autour, comme si c'était une bouée de sauvetage. « Nuit difficile ?» a demandé Léa. Elle n'avait pas l'habitude de bavarder avec les clients. Mais quelque chose chez cet homme l'a fait s'arrêter. L'a fait voir au-delà de la montre coûteuse et du manteau sur mesure. L'être humain qui se cachait en dessous. On peut dire ça. L'homme a pris une gorgée de café. « Je viens de virer ma 100e gouvernante. » Léa a cligné des yeux. « Excusez-moi, 100 gouvernantes en 7 mois, » a dit l'homme. Sa voix était plate, creuse. « Mes enfants ont fait fuir 100 personnes différentes. Je suis à court d'options. » Léa a posé le pot à café. « C'est beaucoup de gouvernantes. Je suis au courant. » L'homme a massé ses tempes. « Ce ne sont pas de mauvais enfants. Ils sont justes. Ils sont brisés. Et je ne sais pas comment les réparer. » Léa aurait dû s'éloigner, aurait dû remplir son café et passer au client suivant. Mais quelque chose dans sa voix l'a arrêtée. Elle a pensé à Théo, aux mois qui ont suivi la mort d'Antoine. Quand son bébé doux et joyeux avait crié toutes les nuits, pour un père qui ne reviendrait jamais. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? A-t-elle demandé doucement. L'homme est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Leur mère est morte, il y a 2 ans. Ils étaient dans la voiture avec elle quand c'est arrivé. Ils ont tout vu. » Le cœur de Léa s'est fendu. « Je suis tellement désolée. »
L'homme a acquiescé. Depuis, ils sont différents. Mon fils ne parle pas. Pas un seul mot en 2 ans. Ma fille fait des cauchemars si terribles qu'elle se réveille en hurlant et ensemble. Ils se sont donnés pour mission de détruire tous ceux qui essaient de s'occuper d'eux. Il a levé les yeux vers Léa. Ses yeux étaient humides. Je les aime plus que tout au monde. Mais je ne sais pas comment les aider. Et je suis terrifié à l'idée de les abandonner. Le silence s'est étiré entre eux. Léa a pensé à partir, à terminer son service et à rentrer chez elle, auprès de son fils, et à oublier que cette conversation avait eu lieu. Au lieu de ça, elle s'est assise en face de lui. « Mon mari est mort il y a 4 ans, a-t-elle dit. Mon fils avait 1 an. Il ne se souvient pas de son père. Mais pendant la première année après la mort d'Antoine, Théo était, elle a cherché le mot, perdu. Il pleurait tout le temps. Il ne voulait pas manger. Les médecins ont dit que c'était normal, que les bébés pouvaient sentir quand quelque chose n'allait pas. Elle a regardé l'homme en face d'elle. Ça a pris du temps, et de la patience, et beaucoup d'erreurs. Mais finalement, il est revenu vers moi. Pas le même qu'avant, mais présent, ici. L'homme la regardait fixement. « Pourquoi vous me racontez ça ?»« Parce que vos enfants ne sont pas brisés, » a dit Léa. « Ils sont en deuil. Et le deuil ne suit pas de chronologie. Il ne se soucie pas des gouvernantes, des règles ou de la logique. Il fait juste mal. Et la seule chose qui le rend meilleur, c'est le temps. Et quelqu'un qui refuse d'abandonner. » L'homme était silencieux. Puis il a dit « Je m'appelle Arnaud, Arnaud de Valois. » Léa connaissait ce nom. Tout le monde connaissait ce nom. Valois Technologies, des milliards d'euros. La couverture de Challenge, l'un des hommes les plus puissants du pays. Et le voilà, à 4 heures du matin, buvant du mauvais café dans un bistrot et confessant ses échecs à une serveuse. « Je suis Léa », a-t-elle dit. Léa Dubois. Arnaud a fouillé dans son manteau et en a sorti une carte de visite. « Mademoiselle Dubois, je sais que c'est insensé. Nous nous connaissons depuis environ 5 minutes, mais je suis désespéré. Vraiment, sincèrement désespéré. » Il a fait glisser la carte sur la table. « Je cherche quelqu'un pour aider avec mes enfants. Pas une gouvernante traditionnelle, quelqu'un de différent, quelqu'un qui comprend qu'ils ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des personnes à aimer. » Il l'a regardé. « Y songeriez-vous » Léa fixa la carte. Les lettres en relief, la bordure dorée, le numéro de téléphone qui connectait probablement à une armée d'assistants. « Monsieur de Valois, je suis serveuse. Je travaille de nuit. J'ai un fils de 5 ans. Je ne suis pas qualifiée pour aider vos enfants. Vous avez calmé un homme ivre avec un pot à café sans broncher, » a dit Arnaud. « Vous vous êtes assise avec un inconnu et lui avez parlé de votre mari décédé, parce que vous pensiez que ça pourrait aider. Vous m'avez regardé et avez vu une personne. Pas un compte bancaire. Il s'est penché en avant. Mademoiselle Dubois, j'ai embauché des pédopsychologues, des spécialistes du comportement, des experts en traumatologie. J'ai dépensé des millions d'euros pour les meilleures personnes que l'argent puisse acheter. Aucune n'a duré plus d'1 semaine. Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas besoin de qualification. J'ai besoin de quelqu'un qui s'en soucie. Et en 5 minutes, vous m'avez montré plus de compassion véritable que 100 professionnels. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pris la carte? Seriez-vous parti? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Léa regarda la carte dans sa main, puis Arnaud de Valois, milliardaire, père désespéré, homme brisé. Et elle prit une décision qui allait tout changer. « Je vais y réfléchir, » dit-elle. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas non plus un non. Arnaud hocha la tête. Il sortit un billet de 100 € et le posa sur la table. « Pour le café, » dit-il, « et pour l'écoute. » Puis il disparut, s'évanouissant dans l'obscurité d'avant l'aube, comme s'il n'avait jamais été là. Léa fixa la carte de visite. Arnaud de Valois, PDG, Valois Technologies. « Qu'est-ce que tu fais, Léa ?» demanda Gisèle derrière le comptoir. « C'était qui ?» Léa secoua la tête. « Je n'en ai aucune idée. Mais je crois que ma vie vient de se compliquer sérieusement. »
Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. 3 jours plus tard, Léa se tenait devant le domaine des Valois. Domaine était un euphémisme. La propriété était immense, des jardins tentaculaires, une allée qui semblait s'étendre sur des kilomètres, et au bout, une maison qui ressemblait plus à un château qu'à une maison. La vieille Renault 5 de Léa semblait ridiculement déplacée parmi les véhicules de luxe dans l'allée circulaire. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-elle. Mais elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait réfléchi à l'offre d'Arnaud de Valois pendant 3 jours, avait argumenté avec elle-même, avait fait des listes de pour et de contre. Au final, tout se résumait à une seule chose, ses yeux, le désespoir qu'elle y avait vu, l'amour, la peur et le désespoir, tous entremêlés. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu dans son propre miroir il y a 4 ans. Alors la voilà, prête à rencontrer les enfants qui avaient fait fuir sans gouvernante. Que Dieu l'aide. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle n'ait pu frapper. Une femme dans un uniforme impeccable lui sourit. « Mademoiselle Dubois, Monsieur de Valois vous attend. Veuillez me suivre. » Léa suivit la femme à travers un hall d'entrée qui aurait pu contenir son appartement entier. Devant des pièces remplies d'œuvres d'art et de meubles qui coûtaient probablement plus qu'elle ne gagnait en un an. Finalement, elles atteignirent un bureau au fond de la maison. Arnaud de Valois était là, debout près de la fenêtre. Il se retourna quand elle entra. « Mademoiselle Dubois, merci d'être venue. » Léa hocha la tête. « J'ai des questions. » « Bien sûr. »« Asseyez-vous. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre. Arnaud derrière un bureau massif. Léa dans un fauteuil en cuir qui était à la fois confortable et intimidant. « Parlez-moi de vos enfants, » dit Léa. « Absolument tout. Le bon, le mauvais, les choses que vous avez peur de dire à voix haute. » Arnaud resta silencieux un instant. Puis il commença. « Lise et Théo ont 6 ans. Des jumeaux. Ils sont nés à 3 minutes d'intervalle. Lise la première, puis Théo. Ma femme disait que Lise était sortie prête à se battre et que Théo était sorti prêt à réfléchir. Il sourit légèrement à ce souvenir. Ils étaient parfaits, heureux, curieux. Lise était intrépide. Elle escaladait n'importe quoi, essayait n'importe quoi, remettait tout en question. Théo était plus calme. Il s'asseyait, observait, puis vous surprenait avec des questions qui vous faisaient comprendre qu'il avait tout compris. Le sourire s'effaça, puis l'accident est arrivé. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Ma femme, Hélène, les ramenait à la maison après une fête d'anniversaire. Il pleuvait. Un camion a grillé un feu rouge. La voiture. La voiture a été heurtée du côté conducteur. Sa voix était creuse. Hélène est morte sur le coup. Les enfants étaient sur la banquette arrière. Ils n'ont pas été blessés physiquement. Mais ils ont vu. Ils ont tout vu. Ils sont restés coincés dans cette voiture pendant 45 minutes avant l'arrivée des secours. 45 minutes avec le corps de leur mère. Léa ferma les yeux. Imagina Théo dans cette situation. Sentit son cœur se briser en morceaux. Après ça, continua Arnaud, tout a changé. Théo a cessé de parler. Pas graduellement, tout d'un coup. Un jour, il était un enfant normal de 6 ans. Et le lendemain, il était silencieux. Les médecins appellent ça un mutisme sélectif, une réaction à un traumatisme. Ils disent qu'il pourrait reparler un jour. Ou pas. Et Lise? Arnaud se tourna vers elle. Lise est devenue en colère. Contre tout le monde. Contre tout. Elle fait des cauchemars presque toutes les nuits. Elle se réveille en criant après sa mère. Et pendant la journée, elle se bat avec les gouvernantes, avec le personnel, avec moi. Ils se racient lourdement. Mais le pire, c'est ce qu'ils font ensemble. Ils ont formé cette alliance, contre tous ceux qui essaient de s'approcher d'eux. Elle voit tout soignant comme une menace, comme quelqu'un qui essaie de remplacer leur mère. Alors ils les font fuir, avec des farces, avec de la cruauté, avec tout ce qu'il faut. Sans gouvernante, dit Léa doucement. 103, en fait, admit Arnaud.
J'ai arrêté de compter après celle qui a fui la maison en criant que Lise avait essayé de mettre le feu à ses cheveux. Est-ce qu'elle l'a fait? Arnaud soupira. C'était une bougie. Lise essayait de, je ne sais pas, faire passer un message. Elle n'a blessé personne. Mais l'intention était là. La rage était là. Léa absorba tout cela. La profondeur du traumatisme, la complexité du comportement, l'impossibilité de ce qu'Arnaud lui demandait de faire. « Monsieur de Valois, dit-elle prudemment, je dois être honnête avec vous. Je ne suis pas thérapeute. Je ne suis pas psychologue pour enfants. Je suis une serveuse qui travaille la nuit au bistrot de la Nuit Étoilée et élève son fils pendant la journée. Je n'ai aucune formation particulière, aucune solution miracle. Je sais, dit Arnaud. C'est justement pour ça que je veux que vous essayiez. Léa fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Arnaud se pencha en avant. Tous les professionnels que j'ai engagés sont arrivés avec des théories, des protocoles et des plans de traitement. Ils voient mes enfants comme des études de cas, comme des problèmes à résoudre. Et les jumeaux le sentent immédiatement. Ils savent quand quelqu'un est là pour le chèque de paie plutôt que pour eux. Il la regarda intensément. Vous êtes différente. Au bistrot, vous ne m'avez pas vu comme Arnaud de Valois, milliardaire. Vous m'avez vu comme un père fatigué qui était à court d'options. Vous m'avez traité comme un être humain. C'est juste de la politesse élémentaire, dit Léa. Vous seriez surprise de voir à quel point la politesse élémentaire est rare quand on a de l'argent, répondit Arnaud. Les gens voient des signes de dollars, des opportunités, des angles. Ils oublient que sous la richesse, il y a toujours juste une personne qui essaie de s'en sortir. Léa comprit cela plus qu'il ne le savait. Elle avait vu comment les gens la traitaient différemment quand ils découvraient qu'elle était veuve. Certains avec pitié, certains avec malaise, certains avec une sorte de distance étrange, comme si la tragédie était contagieuse. « Qu'est-ce que vous voudriez exactement que je fasse ?» demanda-t-elle. Arnaud réfléchit à la question. « Commencez lentement. Venez quelques heures le soir. Laissez les enfants s'habituer à votre présence. N'essayez pas d'être leur ami, leur mère ou leur thérapeute. Soyez juste. Soyez une personne. Quelqu'un qui se montre. Quelqu'un qui ne s'enfuit pas quand les choses se compliquent. » Il fit une pause. « Et peut-être amener votre fils. Si vous vous sentez à l'aise avec ça. » L'instinct de protection de Léa s'éveilla. Pourquoi? Parce que Liam et Luna n'ont pas interagi avec un enfant de leur âge depuis l'accident, dit Arnaud. Ils ont été isolés, protégés. Mais les enfants ont besoin d'autres enfants. Peut-être que Théo pourrait leur montrer qu'il est possible de laisser quelqu'un entrer. Léa pensa à Théo, son garçon doux, résilient et aimant qui avait déjà traversé tant de choses. Qui demandait encore parfois après son père? Qui avait appris à 5 ans que les gens pouvaient être là un jour et disparaître le lendemain? Est-ce qu'exposer son fils à 2 enfants traumatisés l'aiderait ou lui ferait du mal? Il faut que j'y réfléchisse, dit-elle finalement. Ce n'est pas seulement une question me concernant. Il s'agit aussi de mon fils. Bien sûr, dit Arnaud. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Il se leva et la conduisit à la porte. Mademoiselle Dubois, quoi que vous décidiez, merci d'avoir écouté, d'avoir envisagé, de traiter mes enfants comme s'ils valèrent la peine d'être sauvés. Tous les enfants valent la peine d'être sauvés, dit Léa, même ceux qui semblent brisés au-delà de toute réparation. Quelque chose étincela dans les yeux d'Arnaud, de l'espoir, peut-être, ou de la gratitude, ou les deux. Au revoir, mademoiselle Dubois. Au revoir, monsieur de Valois. Léa retourna à sa vieille Renault 5 rouillée, son esprit tourbillonnant de possibilités, de peurs et de questions auxquelles elle ne pouvait répondre, en s'éloignant. Elle jeta un coup d'œil dans le rétroviseur à l'immense propriété qui se rétrécissait derrière elle. Quelque part dans cette maison, 2 enfants vivaient dans une prison qu'ils s'étaient eux-mêmes construite. 2 enfants qui avaient appris que l'amour signifiait la perte et que laisser entrer qui que ce soit signifiait être blessé. Léa connaissait cette leçon. Elle l'avait apprise elle-même il y a 4 ans. Mais elle avait aussi appris autre chose, que parfois. La chose la plus courageuse que l'on puisse faire était d'ouvrir à nouveau son cœur,
même quand on savait qu'il pourrait se briser. Elle pensa aux yeux désespérés d'Arnaud de Valois, au silence de Liam et à la rage de Luna, à une centaine de gouvernantes qui avaient fui. Et elle prit sa décision. Demain, elle reviendrait. Et elle amènerait son fils. Cette histoire touche déjà des cœurs dans le monde entier. Si elle touche le vôtre. Le bouton Super Thanks ci-dessous est un moyen de soutenir la création d'autres contenus de ce genre. Chaque contribution aide à donner vie à ces histoires. La première rencontre fut un désastre. Léa arriva à la propriété des Valois avec Théo l'après-midi suivant. Son fils portait son t-shirt dinosaure préféré et tenait son éléphant en peluche bien-aimé, Pépito. « Rappelle-toi ce dont on a parlé, » dit Léa en marchant vers la porte. « Ces enfants sont tristes. Leur maman leur manque. On va juste jouer et être gentil. D'accord ?» Théo hocha sérieusement la tête. « Je serai très gentil, maman. Je suis doué pour être gentil. Je sais que tu l'es, mon chéri. » Léa embrassa le sommet de sa tête. « Je sais que tu l'es. » Un membre différent du personnel les conduisit à travers la maison cette fois. Ils se retrouvèrent dans une salle de jeu qui était plus grande que tout l'appartement de Léa. Des jouets partout, des jeux, des livres, une télévision immense. Tout ce qu'un enfant pouvait désirer. Mais pas d'enfant. « Les jumeaux seront là bientôt, » dit le membre du personnel. « Monsieur de Valois est en réunion, mais m'a demandé de vous dire qu'il se joindra à vous dès qu'il le pourra. Puis il furait seul. » Théo se dirigea immédiatement vers un circuit de train dans le coin. Léa s'assit sur un canapé voisin et attendit. 10 minutes passèrent. Puis la porte s'ouvrit. 2 enfants entrèrent. Un garçon et une fille. Identiques en taille et en couleur. Les cheveux sombres comme leur père. Des traits fins qui seraient beaux quand ils grandiraient. Mais leurs yeux étaient vieux. Trop vieux pour des enfants de 6 ans. Ils avaient vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. La fille, Luna, regarda Léa avec une hostilité ouverte. « Encore une, » dit-elle froidement. Combien de temps avant que celle-ci ne s'enfuit en hurlant? Le garçon, Liam, ne dit rien. Il se contenta de fixer Théo avec une expression illisible. « Bonjour, » dit Léa, gardant sa voix calme et chaleureuse. « Je m'appelle Léa. Voici mon fils, Théo. Nous ne sommes pas là pour être vos gouvernantes. Nous sommes juste là pour passer du temps. » Ça va. Luna croisa les bras. Non, ça ne va pas. Nous ne voulons pas de vous ici. Nous ne voulons personne ici. Je comprends, dit Léa. Mais nous sommes là quand même. Alors peut-être qu'on peut juste exister dans la même pièce pendant un moment. Vous n'êtes pas obligé de nous parler. Vous n'êtes pas obligé de jouer avec nous. On sera juste là. Elle se rassit sur le canapé, délibérément désinvolte. Luna eut l'air décontenancée. Elle s'attendait clairement à plus de résistance. Léa pouvait voir les engrenages tourner dans la tête de la petite fille, essayant de comprendre son jeu. Théo, pendant ce temps, avait perdu tout intérêt pour l'impasse. Il était entièrement concentré sur le circuit de train. « Ce train est vraiment génial », annonça-t-il à personne en particulier. « Mon papa avait un train comme ça, mais il est mort, alors je ne l'ai plus. » Les mots planèrent dans l'air. Les yeux de Liam s'écarquillèrent légèrement. Il fit un pas vers Théo. « Ton papa est mort ?» demanda Luna, son hostilité faiblissant un instant. Théo hocha la tête avec désinvolture. « Quand j'étais bébé, je ne me souviens pas de lui, mais maman me montre des photos. Elle dit qu'il était très gentil et qu'il m'aimait beaucoup. » Le cœur de Léa se serra. Elle avait travaillé si dur pour s'assurer que Théo comprenne au sujet de son père, que la mort n'était pas un secret ou une honte, mais simplement un fait de leur vie. « Notre maman est morte aussi, » dit Luna tranquillement. C'était la première chose sincère qu'elle avait dite depuis son entrée. Théo leva les yeux vers elle avec ses grands yeux sincères. « C'est très triste. Je suis désolé que ta maman soit morte. » Pendant un instant. Juste un instant. L'extérieur dur de Luna se fissura. Elle ressembla à ce qu'elle était. Une petite fille de 6 ans à qui sa mère manquait désespérément. Puis elle secoua la tête, et les murs se remontèrent. « Peu importe, » dit-elle. « Viens, Liam. » Elle attrapa la main de son frère et le tira vers la porte. Mais Liam résista.
Il fixait toujours Théo. « Tu veux jouer au train ?» lui demanda Théo, complètement inconscient de l'importance du moment. « Je partagerai. » Maman dit que partager, c'est important. Liam jeta un coup d'œil à sa sœur, puis de nouveau à Théo. Puis, lentement, il hocha la tête. Luna sembla furieuse. « Liam, non, on ne joue pas avec eux. » Mais Liam s'était déjà éloigné d'elle. Il se dirigea vers le circuit de train et s'assit en face de Théo. Léa retint son souffle. C'était la première fois en 2 ans que Liam s'engageait volontairement avec quelqu'un en dehors de sa famille immédiate. Théo sourit. « Tiens, tu peux avoir le bleu. Le bleu, c'est le plus rapide. » Il tendit à Liam un wagon de train. Liam le prit avec précaution, comme si c'était quelque chose de précieux et de fragile. Luna se tenait dans l'embrasure de la porte, partagée. Son frère était tout son monde, son protecteur et son protégé. Elle ne pouvait pas le quitter, mais elle ne pouvait pas non plus accepter cet étranger et son fils. Finalement, avec un soupir de frustration, elle marcha vers le circuit de train et s'assit. « Je prends le rouge », annonça-t-elle. « Le rouge. C'est mieux que le bleu. »« Pas question », protesta Théo. « Le bleu, c'est définitivement mieux. Le rouge, c'est la couleur du feu, dit Luna. Le feu est plus fort que l'eau, mais l'océan est bleu, rétorque Théo. Et l'océan est très, très grand. Léa observe cet échange avec une sorte d'émerveillement. Son fils avait réussi en 5 minutes, ce que 100 professionnels n'avaient pas pu faire en 7 mois. Il avait réussi à les atteindre. Pas parce qu'il avait reçu une formation ou connaissait des techniques ou des protocoles, mais parce que c'était un enfant qui avait aussi perdu quelqu'un, qui comprenait à un certain niveau ce que signifiait avoir un trou dans sa famille qui ne pourrait jamais être comblé. Les enfants ont joué au train pendant 1 heure. Liam n'a pas parlé, mais il a participé. Il déplaçait ses trains sur le circuit. Il a hoché la tête quand Théo lui a posé des questions. Il a même souri une fois, une petite étincelle qui a disparu presque immédiatement. Luna a conservé son attitude dure, mais Léa pouvait voir les fissures. La façon dont elle regardait Théo avec une sorte de curiosité. La façon dont elle baissait sa garde quand elle pensait que personne ne la regardait. Quand il a été temps de partir, Théo a fait signe au revoir aux 2 jumeaux. « À plus tard !» cria-t-il joyeusement. « La prochaine fois, on pourra jouer aux dinosaures. » Luna a levé les yeux au ciel. N'importe quoi. Mais Liam a fait signe en retour, juste un petit mouvement. Une minuscule reconnaissance. C'était suffisant. Sur le chemin du retour, Théo a bavardé sur les trains, la salle de jeu, et comment Luna était un peu méchante, mais probablement juste triste. Léa a écouté, a hoché la tête et a essayé de comprendre ce qui s'était passé. Elle s'attendait à un désastre. Elle a eu un miracle. Peut-être pas un grand miracle. Pas un miracle. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants où tout est réparé. Mais un début, une fissure dans le mur. Et parfois, Léa le savait, c'était tout ce dont on avait besoin. 2 semaines ont passé. Léa venait au domaine de Valois tous les après-midi avec Théo. Au début, c'était juste pour quelques heures, puis plus longtemps, puis des journées entières. Les progrès étaient lents, glaciaux en réalité. Mais ils étaient là. Liam ne parlait toujours pas, mais il ne sursautait plus quand Léa entrait dans la pièce. Il cherchait Théo pour jouer, initiant des jeux avec des gestes et des expressions. Une fois, il avait même tiré sur la manche de Léa pour lui montrer un dessin qu'il avait fait. C'était une image de 4 personnes, 2 grandes, 2 petites, jouant au train. Léa s'était cachée dans la salle de bain après pour que personne ne la voie pleurer. Luna était plus difficile. Elle maintenait son hostilité comme une armure. Elle faisait des commentaires désobligeants. Elle levait les yeux au ciel. Elle testait Léa constamment, repoussant les limites pour voir ce qui la ferait craquer. Léa n'a jamais craqué. Quand Luna cachait ses chaussures, Léa marchait pieds nus. Quand Luna versait de l'eau sur son déjeuner, Léa disait qu'il avait besoin de plus d'assaisonnement de toute façon. Quand Luna lui disait qu'elle était laide et stupide et que personne ne voulait d'elle ici, Léa disait « Je suis désolée que tu ressentes ça. Je reviendrai quand même demain. » C'était exaspérant, épuisant.
Mais Léa avait vécu pire. Elle avait enterré un mari, avait élevé un enfant seul, avait fait des doubles quarts de travail tout en étant malade, parce que le loyer ne se paierait pas tout seul. Une enfant de 6 ans avec un problème d'attitude n'allait pas la briser. Arnaud observait tout cela avec un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Il s'attendait à ce que Léa dure peut-être une semaine, 2 au plus. C'était la moyenne pour les gouvernantes professionnelles. Au lieu de cela, elle continuait à se présenter. Chaque jour, peu importe ce que ses enfants lui lançaient. « Comment faites-vous » lui demanda-t-il un soir. Ils étaient dans son bureau pendant que les enfants jouaient dans la pièce d'à côté. « Comment restez-vous si calme » Léa haussa les épaules. « J'ai de l'entraînement. La vie ne se soucie pas si vous êtes fatigué, frustré ou dépassé. » Elle continue. « Vous apprenez à encaisser les coups, sinon vous tombez. » « Mais les choses que Luna vous dit, » insista Arnaud, « elles sont cruelles. Elles auraient fait fuir la dernière gouvernante en larmes. »« Luna ne pense pas ces choses, » dit Léa doucement. « Elle les dit parce qu'elle a peur. Parce qu'elle pense que si elle me pousse assez fort, je partirai, et alors elle aura eu raison depuis le début. Les gens partent. C'est ce qu'elle a appris. La seule façon de ne pas être blessée est de les faire partir en premier. » Arnaud la regarda fixement. « Vous la comprenez ?»« Je comprends le deuil, » corrigea Léa. « Je comprends ce qu'il fait à une personne, surtout à un enfant qui n'a pas les mots pour le gérer. » Arnaud resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit « Ma femme vous aurait aimé. » Les mots flottaient dans l'air entre eux, lourds de sens. « Parlez-moi d'elle, » dit Léa. « Si vous le voulez. » Arnaud sourit tristement. Elena était. Elle était tout, féroce et douce en même temps. Elle pouvait négocier un accord d'1 million de dollars le matin et faire des biscuits avec les enfants l'après-midi. Elle rendait tout le monde autour d'elle meilleur, juste en existant. Il regarda une photographie sur son bureau. Une belle femme aux cheveux noirs et au sourire radieux, 2 petits-enfants dans ses bras. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle étudiait l'histoire de l'art. J'étais en informatique. Nous n'avions rien en commun. Mais elle riait à mes blagues et j'adorais la voir s'enthousiasmer pour les peintures de la Renaissance, et en quelque sorte, nous nous sommes juste trouvés. Sa voix se brisa. Elle était l'amour de ma vie. Et quand elle est morte, je ne savais pas comment exister sans elle. Léa tendit la main et toucha la sienne, juste un instant, juste assez pour lui faire savoir qu'elle était là. « Je connais ce sentiment, » dit-elle. « Quand Antoine est mort, je me souviens avoir pensé que le monde aurait dû s'arrêter, que plus rien ne devrait fonctionner parce qu'il était parti. Mais le soleil s'est levé quand même. Les factures sont arrivées quand même. Et j'avais un bébé qui avait besoin de moi. Alors j'ai continué. Pas parce que je le voulais, parce que je n'avais pas le choix. » Arnaud la regarda. Ses yeux étaient humides, mais sa voix était stable. « Vous êtes la première personne qui a compris, » dit-il. Tout le monde dit des choses comme « le temps guérit toutes les blessures » ou « vous devez passer à autre chose ». Mais vous comprenez? Vous savez que certaines blessures ne guérissent pas. Elles font juste partie de vous. Léa hocha la tête. Le deuil n'est pas quelque chose qu'on surmonte. C'est quelque chose qu'on apprend à porter. Et certains jours, le poids est gérable. Et certains jours, il vous écrase. Mais vous continuez à marcher de toute façon. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. 2 personnes qui avaient trop perdu, trouvant du réconfort dans une compréhension partagée. Puis la voix de Luna vint de la porte. « Pourquoi vous vous tenez la main ?» Léa retira sa main rapidement. Elle n'avait même pas réalisé qu'elle touchait encore Arnaud. « Nous ne » commença-t-elle. Mais les yeux de Luna s'étaient déjà rétrécis de suspicion. « Vous essayez d'être notre nouvelle maman ?» demanda-t-elle. « Parce que vous ne pouvez pas. Vous n'êtes pas notre maman. Vous ne serez jamais notre maman. »« Luna » commença Arnaud. « Je vous déteste » hurla Luna à Léa. « Je vous déteste, vous et votre idiot de fils, et je veux que vous partiez. » Elle sortit de la pièce en courant, des sanglots résonnant derrière elle. Arnaud se leva pour la suivre, mais Léa l'arrêta. « Laissez-moi faire, » dit-elle. « S'il vous plaît. » Elle trouva Luna dans le jardin, recroquevillée derrière un rosier, pleurant si fort que tout son corps tremblait. Léa s'assit sur l'herbe à quelques mètres de là. Elle n'essaya pas de toucher Léa, n'essaya pas de la réconforter avec des mots.
Elle resta juste là, présente et silencieuse. Après un long moment, les sanglots de Léa se calmèrent en hoquet. « Pourquoi ne partez-vous pas » demanda-t-elle finalement, la voix rauque. « Parce que partir signifierait abandonner. »« Ma puce, » répondit Émilie. « Et je n'abandonne pas les gens qui comptent pour moi. Vous ne vous souciez pas de moi. Vous ne me connaissez même pas. Je sais que tu as perdu ta maman, » dit Émilie doucement. « Je sais que tu as peur, et que tu es en colère, et que tu souffres. Je sais que tu repousses les gens parce que c'est plus facile que de les laisser entrer. Je sais tout ça parce que je suis passé par là. Pas de la même manière, mais suffisamment proche pour comprendre. » Léa la regarda, les yeux rougis. « Quand mon papa est mort, » continua Émilie, « j'avais envie d'être en colère contre tout le monde. Je voulais repousser le monde entier parce que ça faisait trop mal de ressentir quoi que ce soit. Mais tu sais ce que j'ai appris ? Quoi ? Être en colère ne l'a pas ramené. Repousser les gens n'a pas fait disparaître la douleur. Ça m'a juste laissé seule avec elle. Et c'était pire. » Léa resta silencieuse. « Je n'essaie pas d'être ta maman, » dit Émilie. « Personne ne pourra jamais remplacer ta maman. Elle était spéciale et elle t'aimait. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Ce que j'essaie d'être, c'est ton ami. Quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui ne s'enfuit pas quand les choses deviennent difficiles. » Elle regarda la petite fille. « Est-ce que ça va ?» Léa ne répondit pas pendant un long moment. Puis, lentement, elle se rapprocha d'Émilie, sans la toucher, mais plus proche. « Peut-être, » murmura-t-elle. Émilie sourit. « C'est tout ce que je demande. » Elles restèrent assises dans le jardin jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Deux personnes brisées, commençant à trouver leur chemin vers la guérison. Un mois après l'arrivée d'Émilie dans la famille Valois, quelque chose de remarquable se produisit. Théo parla. Il jouait dans le jardin. Antoine poursuivait Léa autour de la cabane, tous les deux criant de rire. Émilie était assise sur une couverture, regardant et souriant. Théo était à côté d'elle, dessinant dans son carnet de croquis comme d'habitude. Puis, un papillon se posa sur sa main. Théo se figea, le regardant avec émerveillement. Le papillon déploya ses ailes, orange et noir, magnifique. Et Théo dit « Maman aimait les papillons. » Les mots étaient calmes, rouillés par 2 ans de désuétude. Mais ils étaient là. Le souffle d'Émilie se coupa. Elle ne bougea pas, ne réagit pas, ne voulait pas faire fuir ce moment fragile. Elle les aimait, dit Théo, sa voix devenant plus forte. Elle disait qu'ils étaient magiques, qu'ils pouvaient voler où ils voulaient. Des larmes coulèrent sur le visage d'Émilie, mais elle garda sa voix calme. « C'est magnifique. Théo. » Qu'est-ce qu'elle disait d'autre sur les papillons ? Elle disait. Théo fit une pause, ses propres yeux se remplissant de larmes. Elle disait que si tu vois un papillon, ça veut dire que quelqu'un qui t'aime te regarde. Du ciel. Le papillon s'envola. Théo regarda Émilie. « Tu crois que maman nous regarde ?» demanda-t-il. « Je crois qu'elle vous regarde toujours. »« Théo, » dit Émilie. « Je crois qu'elle vous aime. Léa. Plus que tout au monde. Et je crois qu'elle serait tellement fière de toi, d'avoir été assez courageux pour reparler. » La lèvre inférieure de Théo trembla. Je ne parlais pas parce que si je parlais, ça voulait dire qu'elle était vraiment partie. Tant que j'étais silencieux, je pouvais faire semblant qu'elle allait revenir. Émilie comprit. Oh, comme elle comprit. Elle ouvrit ses bras. Et Théo s'y réfugia, pleurant 2 ans de larmes retenues sur son épaule. Quand Arnaud les trouva 20 minutes plus tard, ils étaient toujours assis là. Théo dormait dans les bras d'Émilie, épuisé par cette libération émotionnelle. Léa et Antoine avaient arrêté de jouer et étaient assis à proximité, regardant avec des yeux sombres. « Que s'est-il passé ?» demanda Arnaud, sa voix serrée par la peur. Émilie leva les yeux vers lui, avec un sourire taché de larmes. « Théo a parlé, » dit-elle. « Il a parlé. » Les jambes d'Arnaud flanchèrent. Il tomba à genoux sur l'herbe, son visage se crispant de soulagement, de joie et de chagrin,
tous entremêlés. « Il a parlé ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Qu'est-ce qu'il a dit ?»« Il m'a parlé des papillons, » dit Émilie, « et de votre femme, et de pourquoi il avait arrêté de parler. » Elle regarda le garçon endormi dans ses bras. « Il va s'en sortir, Arnaud. Ils vont tous les deux s'en sortir. Ça va prendre du temps, mais ils vont aller bien. » Arnaud tendit la main et toucha doucement les cheveux de son fils. « 2 ans, dit-il, 2 ans de silence. Et vous avez percé en 1 mois. Ce n'est pas moi, dit Émilie. C'est Antoine. Et les papillons, et le fait d'être prêt. Il avait juste besoin de quelqu'un d'assez patient pour attendre qu'il soit prêt. » Arnaud la regarda. Ses yeux contenaient quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à plus que de la gratitude. « Merci, dit-il. Je n'ai pas les mots pour dire ce que vous avez fait pour ma famille. Mais merci. » Émilie sourit. « Ce n'est pas encore fini. Il y a encore beaucoup de guérison à faire. »« Je sais, » dit Arnaud, « mais pour la première fois depuis 2 ans. Je crois que c'est possible. Que mes enfants puissent réellement aller bien. » Il prit sa main. « Grâce à vous. » Le moment s'étira entre eux, chargé de quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Puis, la voix de Léa brisa le sort. « Burke, » dit-elle. « Vous allez vous embrasser ?» Antoine gloussa. « Ma nounou n'embrasse personne. Elle dit qu'elle est trop occupée pour les amoureux. » Le visage d'Émilie rougit. « Je n'étais pas. Nous n'allons pas nous embrasser. » Mais Arnaud se contenta de rire. Le premier vrai rire, entier, qu'Émilie lui avait entendu. « Allez, tout le monde, » dit-il, se levant et prenant Théo, toujours endormi, dans ses bras. « Rentrons. Je crois que ça mérite une glace. »« Une glace !» s'écria Antoine. Même Léa sourit, juste un peu, et Émilie, marchant à côté d'Arnaud vers la maison, ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 4 ans, de l'espoir. 6 semaines après qu'Émilie ait commencé à travailler pour la famille Valois, la méchante arriva. Elle s'appelait Hélène de Valois, la sœur aînée d'Arnaud, et elle était tout ce qu'Émilie n'était pas. Polie, sophistiquée, ruisselante de vieille fortune et de nouveaux mépris. Elle arriva dans une voiture noire élégante, portant des vêtements de créateur et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Arnaud, mon chéri, » roucoula-t-elle en entrant dans la maison. « J'ai entendu dire que tu avais enfin réussi à garder une gouvernante plus d'1 semaine. Je devais venir voir ça de mes propres yeux. »« Hélène, » dit Arnaud, sa voix se crispant, « je ne t'attendais pas. Tu ne m'attends jamais. C'est ça qui fait mon charme. » Les yeux d'Hélène se posèrent sur Émilie, qui aidait Antoine et les jumeaux avec un puzzle dans le salon. « Et qui est-ce ?»« Émilie Dubois, » dit Arnaud. « Elle aide avec les enfants. » Le regard d'Hélène balaya Émilie de la tête aux pieds, examinant les vêtements simples, l'absence de bijoux, les cheveux légèrement en désordre. « Une serveuse, » dit-elle. Ce n'était pas une question. « J'ai entendu parler de ton petit rendez-vous café de minuit. Vraiment. » Arnaud. Embaucher du personnel sur la base de rencontres fortuites dans des bistrots? Qu'est-ce qu'Elena aurait dit? La température dans la pièce chuta de 20 degrés. « Antoine, » dit Émilie doucement, « pourquoi n'emmènes-tu pas Théo et Léa jouer en haut? Je vais venir te chercher pour le dîner. »« Mais je veux finir le puzzle, » protesta Théo. « Nous le finirons plus tard. Promis. » Quelque chose dans sa voix força Théo à obéir. Il prit chaque jumeau par la main et les emmena. Une fois les enfants partis, Léa se tourna vers Hélène. « Madame de Valois, c'est bien ça ?» demanda-t-elle poliment. « Mademoiselle, » corrigea Hélène. « Je ne me suis jamais mariée. Trop occupée à gérer la véritable entreprise familiale pendant que mon frère joue à la poupée. » La mâchoire d'Arnaud se crispa. « Hélène, ce n'est pas le moment. Ce n'est jamais le moment avec toi, Arnaud. Tu te caches dans ce domaine depuis 2 ans, négligeant tes responsabilités, laissant le conseil d'administration prendre des décisions sans toi. Et pourquoi? Pour des enfants qui sont clairement abîmés au-delà de toute réparation? » Léa s'avança. « Mademoiselle de Valois, avec tout le respect que je vous dois, ces enfants ne sont pas abîmés. Ils sont en deuil. Il y a une différence. » Hélène fixa Léa de son regard glacial. «
Et vous êtes une experte en psychologie infantile. Une femme qui sert du café pour gagner sa vie? Je suis une mère, dit Léa d'une voix ferme. Je sais à quoi ressemble un enfant qui souffre, et je sais ce qu'il faut pour l'aider à guérir. Ce n'est pas compliqué. Il suffit de patience et d'amour. Hélène éclata de rire. Un rire aigu et cruel. Patience et amour. Quel cliché. On dirait une carte de vœux. Ça suffit, dit Arnaud, la voix dure. Hélène, pourquoi es-tu vraiment là? Le sourire d'Hélène s'effaça. Parce que le conseil d'administration perd confiance en toi. Parce que ton soi-disant congé sabbatique a assez duré. Parce que si tu ne reviens pas travailler bientôt, ils vont commencer à chercher quelqu'un d'autre pour diriger l'entreprise. Elle jeta un coup d'œil à Léa. Et parce que je suis inquiète de l'influence que cette femme a sur toi et les enfants. C'est une chercheuse d'or, Arnaud. Tout le monde peut le voir. Une pauvre mère célibataire qui s'est accrochée à un milliardaire en deuil à son point le plus bas. C'est classique. Léa sentit les mots comme une gifle, mais elle ne scia pas. « Je ne suis pas après son argent », dit-elle doucement. « J'ai pris ce travail parce que votre frère a demandé de l'aide, parce que ses enfants avaient besoin de quelqu'un qui n'abandonnerait pas. C'est tout. » Hélène renifla. « Bien sûr. Et votre motivation n'a rien à voir avec le manoir, les voitures ou le style de vie qui accompagne le fait d'être Madame Arnaud de Valois. Je n'ai aucune intention de devenir Madame qui que ce soit, dit Léa. Je suis une veuve qui fait d'un travail. Rien de plus. » Mais même en le disant, Léa sentait le mensonge. Parce qu'en cours de route, ce n'était plus seulement un travail. En cours de route, elle avait commencé à se soucier d'Arnaud, de la façon dont ses yeux s'illuminaient quand ses enfants riaient, de la façon dont il l'écoutait comme si ses mots comptaient, de la façon dont il lui donnait l'impression d'être vu pour la première fois depuis des années. Hélène sembla sentir l'incertitude. « Nous verrons bien, » dit-elle froidement. « Je vais rester en ville pendant un certain temps, gardant un œil sur les choses, m'assurant que mon frère ne prend aucune décision qu'il regrettera. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. « Oh, et mademoiselle Dubois, j'ai demandé à mon assistant de faire une vérification de vos antécédents, la mort de votre mari, le versement de l'assurance vie, les dettes que vous aviez avant ça. C'est une lecture très intéressante. » Le sang de Léa se glaça. « Pardon ?» Hélène sourit. « Juste pour être sûre de savoir à qui j'ai affaire. Je protège ma famille, mademoiselle Dubois, de toutes les menaces. » Elle sortit en trombe, laissant la dévastation dans son sillage. Arnaud se tourna vers Léa. Son visage était pâle. « Léa, je suis tellement désolé. » Elle n'avait pas le droit. La vérification des antécédents. Je ne savais pas. « C'est bon, » dit Léa, bien que sa voix tremblât. « Tout est du domaine public. Mon mari est mort. Nous avions des dettes. L'assurance les a à peine couvertes. Ce n'est pas un secret. Mais la façon dont elle l'a dit Arnaud, comme si vous étiez après l'argent de l'assurance d'Antoine. » Léa ferma les yeux. « Les gens pensaient ça quand il est mort, que j'étais soulagée, que j'avais en quelque sorte causé ça, parce que nous étions en difficulté et soudainement je ne l'étais plus. » Elle ouvrit les yeux, humide de larmes. « Antoine était l'amour de ma vie. J'aurais vécu dans la pauvreté pour toujours, si cela signifiait le récupérer. L'argent n'était pas. Il n'a jamais été question d'argent. »« Je sais, » dit Arnaud. Il s'approcha d'elle, assez près pour la toucher. « Léa, je sais qui vous êtes. Je vous ai vu avec mes enfants. Je vous ai regardé leur donner tout sans rien demander en retour. Vous n'êtes pas ce qu'Hélène a dit. » Léa essuya ses yeux. « Je devrais y aller. Vérifier les enfants. » Elle commença à s'éloigner. Léa attendait. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. « Ce qu'Hélène a dit sur le fait que vous soyez Madame Arnaud de Valois, » dit Arnaud doucement. « Est-ce que ce serait vraiment si terrible ?» Le cœur de Léa s'arrêta. « Quoi ? Je sais que le timing est affreux. Je sais que nous n'avons pas parlé de ça. Mais j'ai besoin que vous sachiez que mes sentiments pour vous ont changé. Vous n'êtes pas seulement la gardienne de mes enfants. Vous n'êtes pas seulement une amie. Vous êtes quelque chose de plus. » Il s'approcha.
assez près pour que Léa puisse sentir sa chaleur. « Je tombe amoureux de vous, dit-il. Je suis tombé amoureux depuis cette première nuit au bistrot de la nuit étoilée. Et je comprends si vous ne ressentez pas la même chose, si c'est trop compliqué, si vous avez besoin de garder les choses professionnelles. Mais je ne pouvais pas laisser Hélène empoisonner ça sans vous dire la vérité. » Léa se tourna pour le regarder. Son cœur battait la chamade. Son esprit tournait. Tout se passait trop vite et pas assez vite en même temps. « Arnaud, dit-elle, je suis une serveuse, une mère célibataire. Je n'ai rien à offrir à quelqu'un comme vous. » « Vous avez tout à offrir, dit Arnaud. De la gentillesse, de la patience, un cœur si grand qu'il a guéri mes enfants brisés. Cela vaut plus que tout l'argent du monde. » Il prit ses mains. « Je ne vous demande pas de réponse tout de suite. Je vous demande juste de ne pas fuir, de donner à ça, de nous donner une chance. » Léa plongea son regard dans les siens. Elle y vit l'espoir, la vulnérabilité, la même peur du rejet qui vivait dans son propre cœur. « D'accord, murmura-t-elle. « D'accord ? D'accord, je ne vais pas fuir. » Arnaud sourit, ce sourire dévastateur, qui fait chavirer le cœur. « C'est tout ce que je demande. » Hélène frappa 3 jours plus tard. Léa arriva au domaine cet après-midi-là pour trouver Arnaud le visage blanc et tremblant. Les enfants étaient introuvables. « Que s'est-il passé ?» demanda Léa immédiatement en alerte. « Où sont Liam et Luna ?»« En haut avec le personnel, » dit Arnaud. Sa voix était creuse. Léa, les services de protection de l'enfance étaient là. Le sang de Léa se transforma en glace. « Quoi ?» Hélène a signalé des préoccupations concernant le bien-être des enfants, concernant leurs problèmes de santé mentale et ma supposée négligence, concernant la présence d'une soignante non qualifiée. Elle a appelé les services de protection de l'enfance sur son propre frère. Arnaud rit amèrement. C'est ce que Hélène fait. Elle détruit tout ce qui menace son contrôle. Elle ne supporte pas que les enfants aillent mieux, que je puisse réellement revenir à l'entreprise sans qu'elle ait le contrôle total. Qu'a dit la protection de l'enfance, ASE? Ils ont fait une évaluation initiale. Les enfants sont clairement en bonne santé et bien soignés. La maison est sûre. Il n'y a aucune preuve de négligence. Mais Arnaud marqua une pause. Ils ouvrent une enquête formelle. Ils sont obligés, vu les allégations. Quelles allégations exactement? Arnaud lui tendit un document. Léa le lut avec une horreur grandissante. Hélène avait accusé Arnaud de négligence médicale pour ne pas avoir placé ses enfants traumatisés en institution. Elle avait accusé Léa d'être une éducatrice non agréée, sans les qualifications nécessaires. Elle avait même insinué que Léa manipulait un milliardaire en deuil pour lui soutirer sa fortune. « C'est délirant, » dit Léa. « Rien de tout cela n'est vrai, Don, je sais. Mais une enquête signifie des entretiens, des visites à domicile, les enfants interrogés par des inconnus, après tout ce qu'ils ont traversé. » Arnaud s'effondra sur une chaise. Luna commençait enfin à faire confiance aux gens. Théo se met enfin à parler. Et maintenant, Hélène va tout gâcher parce qu'elle ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle. La colère de Léa brûlait d'une flamme blanche. Mais sous cette colère, il y avait de la peur. Une peur réelle, authentique, parce que les enquêtes de l'ASE peuvent mal tourner. Elle avait déjà vu ça. De bons parents perdre leurs enfants à cause de fausses accusations. D'erreurs bureaucratiques. Un système censé protéger qui se transforme en arme. « Il nous faut un avocat, » dit-elle. « J'ai des avocats. » Arnaud se massa les tempes. Mais Hélène a aussi des avocats et des relations. Et elle est prête à mentir. « Alors nous dirons la vérité, » affirma Léa avec fermeté. « Nous documenterons tout. Les progrès des enfants, leurs rapports de thérapie, leur comportement amélioré. Nous leur montrerons que ces enfants s'épanouissent. Et si ce n'est pas suffisant, Léa s'assit à côté de lui. Alors nous nous battrons plus fort. Nous n'abandonnerons pas. Nous ne laisserons pas Hélène gagner. » Arnaud la regarda. « Comment fais-tu pour être aussi forte, après tout ce que la vie t'a envoyé? Comment fais-tu pour toujours te relever? Parce qu'abandonner n'est pas une option, » dit Léa simplement. « Pas quand il y a des enfants qui ont besoin de nous. Pas quand il y a encore quelque chose pour
pour lequel il vaut la peine de se battre. Elle prit sa main. Nous allons surmonter ça, ensemble. Arnaud lui serra la main. Ensemble. L'enquête dura 2 mois. 2 mois d'entretien, de visites à domicile et de documentation. 2 mois pendant lesquels les enfants étaient interrogés par les travailleurs sociaux pendant que Léa et Arnaud attendaient anxieusement dans la pièce d'à côté. 2 mois pendant lesquels les avocats d'Hélène lançaient des accusations et les avocats d'Arnaud les réfutaient. C'était l'enfer, un enfer pur et sans relâche. Mais à travers tout ça, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les enfants sont devenus plus forts. Théo, qui n'avait presque pas parlé depuis 2 ans, devint le témoin star de l'enquête. Il raconta aux travailleurs sociaux, dans ses propres mots hésitants, à quel point il avait eu peur après la mort de maman, comment papa avait fait de son mieux pour l'aider, mais ne savait pas comment. Comment tout avait changé quand Léa était arrivée. Elle n'essaie pas d'être notre maman, dit-il. Elle sait qu'elle ne peut pas l'être. Qu'elle juste nous aime. Et elle attend. Elle attend toujours qu'on soit prêt. Luna. Luna la farouche, la protectrice, défendit son père avec une passion qui surprit tout le monde. Mon papa est le meilleur papa du monde entier, dit-elle aux enquêteurs. Il n'a jamais abandonné, même quand on était vraiment méchant. Même quand on cassait des choses et qu'on disait des horreurs et qu'on essayait de faire partir tout le monde. Il est resté. Il est toujours resté. Elle fixa la caméra qui enregistrait sa déclaration. Tante Hélène ment. Elle ne se soucie pas de nous. Elle veut juste la société de papa. Elle n'est même jamais venue nous rendre visite avant que Léa ne nous améliore. Lucas, le garçon calme et gentil de Léa, ajouta son propre témoignage. Les jumeaux sont mes meilleurs amis, dit-il sérieusement. Luna est autoritaire, mais elle est gentille en dessous. Et Théo est le meilleur en dessin. Et Monsieur Arnaud me laisse manger des glaces quand je veux. Il réfléchit. Mon papa est mort quand j'étais bébé. Alors je sais ce que c'est de ne pas avoir de papa. Théo et Luna ont encore leur papa. C'est important. Ils ont besoin de lui. Les travailleurs sociaux furent émus. Même les enquêteurs endurcis, qui avaient tout vu, furent touchés par la résilience de ces enfants, par l'amour évident dans la maison, par la transformation qui s'était produite sous les soins de Léa. Mais Hélène avait une dernière carte à jouer. 1 semaine avant l'audience finale, elle publia un article dans la presse. Enfant de milliardaire en crise, au cœur de la bataille scandaleuse pour la garde. L'article dépeignait Arnaud comme un père négligent qui avait abandonné ses enfants traumatisés aux soins d'une serveuse non qualifiée pendant qu'il se complaisait dans le deuil. Il dépeignait Léa comme une chercheuse d'or calculatrice qui avait ciblé un milliardaire vulnérable. Il dépeignait les enfants comme des monstres incontrôlables qui avaient besoin d'une aide professionnelle, et non d'une serveuse de bistrot qui jouait à la famille. L'article devint viral. En quelques heures, des journalistes campaient devant le domaine, des équipes de tournage, des journalistes, des photographes de tabloïds, tous désespérés d'apercevoir le scandale. Léa essaya de protéger les enfants du chaos, mais Lucas avait déjà vu les gros titres sur son téléphone. « Maman, pourquoi les gens disent-ils des choses méchantes sur toi ?» demanda-t-il, les yeux grands et confus. Léa s'agenouilla à sa hauteur. Parfois, les gens disent des choses méchantes parce qu'ils ne comprennent pas, ou parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils essaient de blesser quelqu'un d'autre. Mais tu connais la vérité, Orly, n'est-ce pas? Tu sais que maman t'aime et essaie d'aider. Lucas hocha la tête. Je sais. Alors c'est tout ce qui compte. Mais ce n'était pas tout ce qui comptait. Le tribunal de l'opinion publique était puissant. Et Hélène était en train de le gagner. Arnaud voulait riposter, publier des communiqués, passer à la télévision et raconter sa version de l'histoire. Léa l'arrêta. « C'est ce qu'elle veut, » dit-elle. « Elle veut que tu réagisses, que tu fasses une erreur, que tu dises quelque chose de colère qu'elle puisse utiliser contre toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Arnaud désespérément. « On reste calme. On fait confiance à la procédure. On laisse la vérité parler d'elle-même. Et si la vérité n'est pas assez forte ?» Léa le regarda. « Alors, on trouvera un moyen de la rendre plus forte. »
L'audience finale eut lieu un mardi. La salle d'audience était bondée. La presse dans la galerie, les avocats d'Hélène en costumes impeccables. L'équipe d'Arnaud avait l'air déterminée, mais inquiète. Et au premier rang, Léa était assise avec les 3 enfants. Lucas était à sa gauche, lui tenant la main. Luna était à sa droite, essayant d'avoir l'air courageuse. Et Théo était sur ses genoux, la tête posée sur son épaule. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, ils étaient ensemble. L'audience dura 4 heures. Les avocats d'Hélène présentèrent leur dossier. Les experts médicaux qui disaient que les enfants avaient besoin de soins institutionnels. Les psychologues qui remettaient en question les qualifications de Léa. Les analystes financiers qui retraçaient l'historique des dettes de Léa et insinuaient qu'elle avait des motivations financières. C'était brutal. Puis, les avocats d'Arnaud présentèrent leur réfutation. Ils montrèrent les dossiers de thérapie des enfants, les progrès remarquables qu'ils avaient faits, les lettres de leurs professeurs louant leurs progrès, les témoignages de chaque membre du personnel de maison relatant la transformation dont ils avaient été témoins. Mais le moment décisif est survenu. Lorsque la juge a demandé à parler directement aux enfants, Théo, Léa et Antoine ont été conduits dans le bureau de la juge. Léa a été autorisée à les accompagner, ainsi qu'un défenseur des enfants désigné par le tribunal. La juge était une grand-mère, avec des yeux bienveillants et une manière pragmatique. « Je veux vous poser quelques questions, dit-elle doucement, et je veux que vous me disiez la vérité. Pouvez-vous le faire ?» Les 3 enfants ont acquiescé. « Théo, dit la juge, je crois comprendre que tu n'as pas parlé pendant longtemps. Peux-tu me dire pourquoi tu as recommencé à parler ?» Théo regarda Léa, puis de nouveau la juge. « À cause des papillons, dit-il doucement. « Des papillons ?» Ma maman adorait les papillons. Elle disait qu'ils étaient magiques. Quand maman est morte, je ne voulais plus parler, parce que parler signifiait qu'elle était vraiment partie. Mais alors, Léa est arrivée, et Antoine, et un jour, un papillon s'est posé sur ma main. Il toucha sa main, au souvenir de cet instant. Léa a dit que le papillon, c'était maman, qui me surveillait, qu'elle m'aimerait toujours, même si je ne pouvais pas la voir. Et je l'ai cru. Alors j'ai recommencé à parler. Les yeux de la juge étaient, suspectement, humides. « Léa, dit-elle, en s'éclaircissant la gorge, votre tante dit que vous étiez violente, que vous avez blessé les gouvernantes, qui essayaient de vous aider. Est-ce vrai ?» Léa leva le menton. « Je n'essayais pas de leur faire de mal. J'essayais de protéger Théo, après la mort de maman. Tout le monde voulait nous emmener, nous mettre dans des hôpitaux, nous donner des médicaments pour que nous arrêtions d'être tristes. Mais nous n'étions pas malades, nous étions juste tristes. Et personne ne comprenait ça, sauf Léa. » Elle regarda la juge avec intensité. Léa n'a jamais essayé de nous faire arrêter d'être tristes. Elle s'asseyait juste avec nous, quand nous étions tristes. C'est différent. C'est ce dont nous avions besoin. La juge acquiesça lentement. « Antoine, dit-elle enfin, tu ne vis pas avec la famille de Valois. Tu es juste en visite. Pourquoi continues-tu à revenir ?» Antoine y réfléchit sérieusement. « Parce que Théo et Léa sont mes amis, dit-il. Et parce que ma maman dit que les familles, ce n'est pas juste une question de sang. C'est une question de personnes qui vous aiment et qui sont là pour vous, les de Valois. C'est comme ma famille adoptive maintenant. » Il regarda Léa. « Et Monsieur Arnaud fait sourire ma maman. Elle ne sourit pas beaucoup, parce qu'elle est toujours fatiguée et triste à cause de mon papa. Mais quand elle est avec Monsieur Arnaud, elle a de vrais sourires. Alors je veux continuer à revenir, pour qu'elle continue de sourire. » Les larmes de Léa coulaient silencieusement. La juge resta silencieuse, un long moment. Puis elle dit « Merci les enfants. Vous avez été très utiles. Vous pouvez retourner dans la salle d'audience maintenant. » En sortant, Théo tira sur la manche de Léa. « On a bien fait ?» chuchota-t-il. Léa le serra fort dans ses bras. « Vous avez tellement bien fait, ma puce. Vous avez tous tellement bien fait. » La décision de la juge est tombée. 1 heure plus tard, le silence se fit
dans la salle d'audience, lorsqu'elle commença à parler. « Ce tribunal a vu de nombreuses affaires de garde, dit-elle, de nombreuses situations où des adultes se battent pour des enfants, comme s'il s'agissait de biens. Mais cette affaire est différente. » Elle regarda Hélène. « Mademoiselle de Valois, vos inquiétudes pour votre neveu et votre nièce ont été notées. Cependant, ce tribunal estime que ces inquiétudes n'étaient pas sincères. Les preuves suggèrent que vos motivations étaient principalement financières et professionnelles, et non familiales. » Le visage d'Hélène pâlit. La juge continua, en se tournant vers Arnaud. « Monsieur de Valois, ce tribunal reconnaît que vous avez eu du mal, après la mort de votre femme, que le traumatisme de vos enfants était plus que vous ne saviez comment gérer. Mais ce tribunal voit aussi un père qui n'a jamais cessé d'essayer, qui a embauché tous les experts, qui a ouvert sa maison à une étrangère parce qu'elle offrait de l'espoir quand il n'en avait plus. » Elle jeta un coup d'œil à Léa. « Mademoiselle Dubois, vous n'êtes pas une professionnelle agréée de la garde d'enfants. Vous n'avez aucune formation formelle en psychologie ou en thérapie des traumatismes. Selon toutes les mesures traditionnelles, vous n'étiez pas qualifiée pour ce poste. » Le cœur de Léa se serra. « Et pourtant, continua la juge, vous avez accompli ce qu'une centaine de professionnels qualifiés n'ont pas pu faire. Vous avez aimé ces enfants, sans arrière-pensée. Vous leur avez donné l'espace nécessaire pour faire leur deuil, sans essayer de les réparer. Vous avez incarné la résilience, la patience et l'acceptation inconditionnelle. » La juge sourit légèrement. « Parfois, le cœur sait ce que les diplômes ne peuvent pas mesurer. » Elle rangea ses papiers. « Il est ordonné par ce tribunal que Monsieur Arnaud de Valois conserve la garde complète de ses enfants. L'enquête des services sociaux. Fin close, sans conclusion d'abus ou de négligence, et les allégations faites par Hélène de Valois sont rejetées comme non fondées. » Elle regarda Hélène une dernière fois. « Mademoiselle de Valois, je vous suggère fortement de vous concentrer sur votre propre vie et de laisser la famille de votre frère en paix. Toute ingérence supplémentaire entraînera des conséquences juridiques. » Elle frappa de son marteau. Affaire classée, la salle d'audience explosa. Antoine applaudit. Léa sauta de joie. Théo courut vers son père et l'enlaça. Arnaud serra son fils dans ses bras, en pleurant ouvertement. Puis Léa les rejoignit, puis Antoine, et finalement. Arnaud tendit la main à Léa. Elle la prit, se laissant entraîner dans l'étreinte familiale. Ils avaient gagné. Contre Hélène, contre le système, contre tous ceux qui avaient dit que ces enfants brisés ne pourraient jamais guérir. Ils avaient gagné. 6 mois après l'audience, Arnaud fit sa demande. Ils étaient dans le jardin. Le même jardin où Léa s'était autrefois cachée derrière les rosiers et avait pleuré. Le même jardin où Léa avait commencé à tomber amoureuse de cette famille brisée et magnifique. Des papillons dansaient dans l'air d'été. « Léa, » dit Arnaud, en posant un genou à terre. « J'ai répété ce discours 100 de fois. J'avais toutes ces choses éloquentes que j'allais dire sur le destin, les secondes chances, et trouver l'amour dans des endroits inattendus. » Il secoua la tête. « Mais la vérité est plus simple que ça. Tu es entré dans un bistrot à 4 heures du matin et tu as changé toute ma vie. Tu as donné de l'espoir à mes enfants. Quand je n'en avais plus, tu m'as appris qu'il était possible d'aimer à nouveau. » Il ouvrit une petite boîte en velours. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu devenir une partie permanente de cette famille? Veux-tu me laisser passer le reste de ma vie à essayer de te mériter ?» Léa regarda la bague, un simple anneau, avec un seul diamant. Pas ostentatoire, pas tape à l'œil, juste magnifique. Elle regarda Arnaud, l'homme qui était entré dans son bistrot, brisé et désespéré, et qui était devenu, d'une manière ou d'une autre, tout son monde. Elle regarda les 3 enfants, qui regardaient depuis la terrasse, Léa qui sautillait, Théo qui serrait la main d'Antoine. Tous attendaient
A le souffle coupé. Oui, dit Léa. 1000 fois oui. Arnaud glissa la bague à son doigt. Puis il se leva et l'embrassa. Juste là, dans le jardin, avec des papillons, tourbillonnant autour d'eux, comme par magie. Depuis la terrasse, 3 enfants applaudirent. Et Léa sut que sa vie, qui avait été brisée par la tragédie 4 ans plus tôt, était enfin redevenue entière. Le mariage eut lieu dans le jardin. 3 mois plus tard, Léa portait une simple robe blanche. Rien d'extravagant, rien de coûteux, juste quelque chose qui la faisait se sentir elle-même. Arnaud portait un costume qui le faisait ressembler au milliardaire séduisant qu'il était. Mais quand il regardait Léa, à ses yeux brillait d'une chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. L'amour. Un amour véritable, sincère, durement gagné. Théo accompagna Léa jusqu'à l'hôtel, à 6 ans. Il prenait son rôle très au sérieux. « Ne pleure pas, maman », murmura-t-il en avançant. « Pleurer au mariage, c'est pour les vieux. » Léa rit à travers ses larmes. « Je ferai de mon mieux. » Luna était la demoiselle d'honneur. Elle dispersait les pétales avec un enthousiasme débordant, jetant des poignées entières sur les invités. « Plus il y en a, mieux c'est, » annonça-t-elle, à personne en particulier. C'est ce que tante Léa m'a appris. Antoine était le porteur d'alliances. Il portait les alliances sur un petit coussin, marchant lentement et avec précaution, la langue tirée par la concentration. Quand il atteignit l'hôtel, il remit les alliances à Arnaud et murmura « Ne te loupe pas, papa ». Arnaud rit. « Je ferai de mon mieux ». La cérémonie fut courte et douce. Ils avaient écrit leurs propres vœux. « Léa », commença Arnaud, « j'ai passé 2 ans à penser que je ne serais plus jamais heureux, que mes enfants ne guériraient jamais, que l'amour était quelque chose qui arrivait aux autres. » Il prit ses mains. « Puis, tu es entrée dans ma vie, avec ta patience, ta gentillesse et ton refus d'abandonner. Tu m'as appris que les choses brisées peuvent être réparées, que le deuil ne doit pas être la fin, qu'il est possible d'aimer à nouveau, même quand on a peur. » Sa voix se brisa. « Je promets de passer chaque jour à mériter le cadeau que tu m'as fait. Je promets d'aimer ton fils comme le mien. Je promets d'être la famille que vous méritez. » Léa essuya ses yeux. « Arnaud, » dit-elle, « il y a 4 ans, je pensais que ma vie était finie. J'étais veuve avec un bébé, travaillant de nuit au bistrot de la Nuit étoilée, juste pour survivre. » Elle sourit. « Puis, j'ai rencontré un milliardaire désespéré à 4 heures du matin, qui m'a demandé d'aider ses enfants impossibles. Et j'ai dit oui, parce que j'ai vu quelque chose en toi que personne d'autre n'avait vu. J'ai vu un père qui aimait ses enfants plus que tout, un homme qui ferait n'importe quoi pour les aider à guérir. » Elle lui serra les mains. « Je ne suis pas venu ici pour chercher l'amour. Je suis venu ici pour aider. Mais, en cours de route, toi, Luna et Antoine, êtes devenus ma famille, pas à cause du sang, du mariage ou de la paperasse, mais parce que l'amour, ce n'est pas une question d'où l'on commence. C'est une question d'où l'on finit. » Elle regarda les enfants au premier rang. « Je promets de vous aimer tous, féroce et complètement. Je promets d'être présente chaque jour, peu importe à quel point c'est difficile. Je promets d'être la mère dont vos enfants ont besoin et la partenaire que tu mérites. » Elle regarda à nouveau Arnaud. « Je promets de continuer à te choisir, chaque jour, pour le reste de ma vie. » L'officiant sourit. « Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Arnaud attira Léa dans un baiser qui fit applaudir les invités et gémir les enfants. « Urk !» dit Luna à haute voix. « C'est dégoûtant. » Mais elle souriait. Ils souriaient tous. 1 an après le mariage. Léa se tenait devant une salle remplie de monde. Elle prononçait un discours lors d'une conférence pour les familles d'accueil et les familles adoptives. Arnaud l'avait encouragée à partager leur histoire, pour aider d'autres familles qui luttaient avec des enfants traumatisés. Au début, Léa avait été terrifiée. Elle n'était pas une oratrice, elle n'était pas une experte. Elle était juste une serveuse qui était tombée sur quelque chose d'extraordinaire. Mais ensuite, elle pensa à toutes les familles qui traversaient ce qu'Arnaud avait traversé, qui embauchaient gouvernante après gouvernante, thérapeute après thérapeute, à la recherche de quelqu'un qui pourrait aider leurs enfants à guérir.
Si son histoire pouvait en aider, ne serait-ce qu'une seule, cela valait la peine d'avoir peur. « Il y a 2 ans, commença-t-elle, j'étais serveuse au bistrot de la Nuit étoilée. Je travaillais de nuit, luttant pour joindre les 2 bouts, élevant mon fils seul après la mort de mon mari. » Elle regarda l'audience. « Puis, j'ai rencontré un homme dont les enfants avaient fait fuir sans gouvernante en 7 mois. Il était désespéré, le cœur brisé, à bout de ressources. Et, pour une raison quelconque, il a pensé que je pouvais l'aider. » Elle sourit. « Je n'étais pas qualifiée. Je n'avais aucune formation. Je n'avais aucune expérience avec les enfants traumatisés. Tout ce que j'avais, c'était un cœur brisé et un refus obstiné d'abandonner. » Elle fit une pause. Et ça, il s'est avéré, c'était suffisant. Elle leur parla du silence d'Antoine et de la rage de Luna, des papillons, des trains électriques et du fait de s'asseoir avec le deuil au lieu d'essayer de le réparer, de la bataille juridique, de la presse et des manigances d'Elena. Mais surtout, elle leur parla d'amour. « Les enfants dont vous vous occupez ne sont pas des problèmes à résoudre, dit-elle. Ce sont des personnes qui ont été blessées. Et les personnes blessées n'ont pas besoin d'experts, de protocoles ou de plans de traitement. Elles ont besoin de quelqu'un qui sera présent, quelqu'un qui attendra, quelqu'un qui les aimera sans arrière-pensée. » Elle regarda le fond de la salle, où Arnaud se tenait avec les 3 enfants. Antoine, à maintenant âgé de 8 ans, et parlant sans arrêt. Luna, toujours féroce, mais canalisant son énergie pour protéger les autres au lieu de les repousser. Théo, son gentil garçon, qui avait grandi entouré d'une famille qu'il aimait. « Ce n'est pas facile, » continua Léa. « Il y aura des jours où vous voudrez abandonner, des jours où rien ne fonctionne, des jours où les enfants que vous essayez d'aider semblent déterminés à tout détruire. » Elle prit une inspiration. « Mais ce sont ces jours-là qui comptent le plus. Ce sont ces jours-là où vous leur montrez que vous êtes différent, que vous n'allez pas partir comme tout le monde, que votre amour n'est pas conditionné par leur comportement. » Elle sentit les larmes lui picoter les yeux. « Je ne suis pas ici en tant qu'experte. Je suis ici en tant que quelqu'un qui a eu de la chance, qui est tombé sur une famille qui avait besoin de moi autant que j'avais besoin d'eux, qui a appris que la guérison ne consiste pas à réparer ce qui est cassé. Il s'agit d'aimer ce qui reste. » Elle regarda sa famille une dernière fois. « Si vous ne retenez rien d'autre de mon histoire, retenez ceci. N'abandonnez pas, même quand cela semble impossible, même quand vous avez échoué 100 fois. Continuez à être présent, continuez à aimer, continuez à attendre. Parce que, parfois, la 101e fois, c'est celle qui change tout. » L'audience se leva, dans une ovation debout, mais Léa le remarqua à peine. Elle regardait Arnaud, qui essuyait des larmes de ses yeux, Antoine, qui lui faisait un signe de pouce en l'air, Luna, qui essayait de paraître impassible, mais qui était clairement fière, Théo, qui sautait de haut en bas et agitait la main. Sa famille, pas la famille dans laquelle elle était née, pas la famille qu'elle avait prévu d'avoir, mais la famille qu'elle avait choisie, la famille qu'il avait choisie en retour. Et ça, Léa réalisa, c'était tout le but. La famille, ce n'était pas une question d'où l'on commençait, c'était une question d'où l'on finissait. Et Léa avait fini exactement là où elle était censée être, 5 ans, après cette nuit au bistrot de la Nuit étoilée. Léa et Arnaud donnaient une fête, une célébration. Les jumeaux avaient 11 ans, Théo en avait 10, 5 ans qu'ils étaient une famille. Le domaine était rempli de monde, des amis, de la famille éloignée, des membres du personnel, devenus comme une famille au fil des ans. Même certaines des gouvernantes, qui avaient pris la fuite, étaient revenues, curieuses de voir ce que ces enfants impossibles étaient devenus. Elles étaient impressionnées. Liam, autrefois silencieux et renfermé, était devenu un artiste talentueux. Ses dessins étaient exposés dans des galeries. Ses professeurs le qualifiaient de prodige, mais surtout, il était heureux, bavard, prompt à rire et lent à la colère. Luna, autrefois colérique et destructrice, était devenue une ardente défenseur des autres enfants. Elle était bénévole dans des refuges,
Elle s'opposait aux intimidateurs à l'école. Elle avait canalisé tout ce feu pour protéger les gens au lieu de les blesser. Et Théo, le gentil garçon de Léa, était devenu le ciment qui liait la famille. Le pacificateur, l'optimiste, celui qui savait toujours comment faire rire tout le monde pendant la fête. Léa trouva un moment de calme pour se tenir sur la terrasse et contempler tout ce qu'ils avaient construit. Arnaud la rejoignit. « À quoi penses-tu, ma puce ?» demanda-t-il en l'enlaçant. Léa se pencha contre lui. « Je pensais juste à combien tout est différent. Il y a 5 ans, j'étais serveuse, au salaire minimum. Maintenant, je suis ça. » Elle fit un geste vers la fête, la propriété, cette vie. « Ça te manque ?» demanda Arnaud. « Le bistrot ?» Léa réfléchit. « Parfois, la simplicité, la routine, savoir exactement ce que chaque jour allait apporter. » Elle se tourna vers lui. « Mais je n'échangerai ça pour rien au monde. Pas le chaos, pas les défis, pas même les moments difficiles, parce que c'est à ça que j'étais destiné. Cette famille, cette vie. » Arnaud embrassa son front. « Je t'aime. Je t'aime aussi. » Ils restèrent là un instant, à regarder leurs enfants rire et jouer avec leurs invités. Puis la voix de Luna retentit à travers la fête. « Maman, papa, venez vite! Liam vous a fait un dessin. » Léa sourit à Arnaud. « Pas de repos pour les braves. Je n'échangerai ça pour rien au monde. » Ils retournèrent ensemble à la fête, vers leurs enfants, vers leurs amis, vers cette belle, chaotique, imparfaite vie qu'ils avaient construite sur les ruines de la tragédie. « Si jamais vous avez envie d'abandonner, » pensa Léa, « souvenez-vous de ceci. Les meilleures choses de la vie viennent souvent des pires moments. La famille de vos rêves vous attend peut-être à l'endroit où vous vous y attendez le moins. Il suffit d'être assez courageux pour dire oui. Qu'auriez-vous fait? Si vous étiez Léa, auriez-vous accepté le travail? Seriez-vous parti? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, le bouton Super Thanks est un moyen de soutenir davantage de contenu comme celui-ci. Chaque contribution aide à donner vie à ces histoires d'espoir et de guérison. L'histoire de Léa et Arnaud prouve que l'amour ne suit pas de scénario, que des familles peuvent se former dans des bistrots à 4 heures du matin, que la bonne personne au bon moment peut tout changer. 100 gouvernantes ont échoué. Une serveuse a réussi. Pas parce qu'elle était plus qualifiée, pas parce qu'elle avait une formation spéciale, mais parce qu'elle a refusé d'abandonner, parce qu'elle a vu des enfants brisés et a choisi de les aimer quand même. C'est la leçon, c'est le miracle. C'est ce qui se passe quand vous dites oui à l'impossible. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois.